Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, le Parti Les Démocrates a tenu une séance d'échange avec les professionnels des médias ce dimanche. Cette initiative visait à examiner en profondeur le code électoral béninois. Le gouvernement s'apprête à uniformiser les bouteilles de gaz domestiques. Cette réforme sera accompagnée d'une subvention de certains formats de gaz. Plus de précisions dans ce journal. À la page inter, le groupe armé qui s'est emparé de Goma, dans l'est de la RDC, a procédé ce samedi à l'expulsion de plus de 300 civils présentés comme des ressortissants rwandais en situation illégale. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le Parti Les Démocrates a organisé une séance d'échange et d'information avec les professionnels des médias ce dimanche au siège national du parti à Cotonou. Cette initiative menée par le secrétaire national à la communication du parti, Guy Dossumi Tokpe, avait pour objectif principal d'examiner en profondeur le code électoral béninois et d'alerter sur certaines dispositions qui pourraient compromettre la paix et la cohésion nationale. Suivons un extrait de ses propos. Lorsque nous étions allés aux élections en 2023, en République du Bénin, il n'y a que 3 partis qui aient pu avoir 10%. 3 partis politiques. Sur l'ensemble des partis qui ont participé, il n'y a que 3 qui ont pu avoir 10%. Notamment les démocrates, UP Le Renouveau et le Bloc républicain. Et donc, l'accord de coalition commence à prendre effet à partir de là. C'est-à-dire, lorsque les gens nous disent, lorsque les gens disent que, mais vous aussi faites un accord avec un autre parti. Le législateur majoritaire, c'est-à-dire les membres de la mouvance, savent que sur la base de 2023, il n'y a que 3 personnes qui puissent être à même ou capables de faire un accord de coalition. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que celui qui est venu juste après nous, c'est le parti, la FCBE. Il a eu comme un peu moins de 5%. Donc, si nous faisons un accord de coalition avec les résultats de 2023 avec un parti comme la FCBE, nous deux nous tombons. Nous deux nous tombons. Je vais vous expliquer pourquoi nous deux nous tombons. En 2023, nous avons eu au-delà de 20% sur l'ensemble du territoire national. On a eu bien au-delà de 20%. Mais dans 10 circonscriptions électorales, on n'a pas pu avoir 10%. Dans les conditions que vous savez. Aujourd'hui, on ferait mieux. Mais dans les conditions que vous savez, dans 10 circonscriptions électorales, on n'a pas pu avoir 10%. Et donc, nous, on a eu 20% sur l'ensemble du territoire national, plus de 20% sur l'ensemble du territoire national. Mais comme on n'a pas pu avoir 10%, on n'a pas pu avoir 20% dans 10 circonscriptions électorales, celui avec qui on doit être à même de faire un accord de coalition doit premièrement avoir 10% sur le plan national. S'il n'a pas 10% sur le plan national, sur la base des résultats de 2023, lui il tombe, nous-mêmes nous tombons. Malgré le fait que nous ayons eu plus de 20%. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, s'il a 10%, si lui il a 10% sur le plan national et que nous on a eu bien au-delà des 20%, maintenant l'accord de coalition parlementaire commence à prendre effet. Et donc là où nous n'avons pas pu avoir les 20% dans les 10 circonscriptions électorales sur la base de l'élection de 2023, si lui il peut nous apporter son complément pour que nous puissions avoir les 20%, il nous apporte ses compléments. Mais pour que cela puisse marcher, il faudrait que sur le plan national d'abord, avant que ce soit la question des circonscriptions électorales, sur le plan national d'abord, que lui doit pouvoir avoir 10%. La tricherie, et ça je l'explique en poursuivant, il n'est pas évident qu'un autre parti de l'opposition dans notre contexte atteigne les 10% sur le plan national, comme je venais de le dire. L'UP et le BE, en revanche, peuvent fusionner leurs voix pour dépasser artificiellement le seuil des 20% sans difficulté. Je prends une circonscription électorale que je connais bien, la 16e circonscription électorale, où nous étions premiers en 2023.
c'est-à-dire du 7e au 13e arrondissement. Mais le BE était en difficulté. Je ne sais même pas s'ils ont pu avoir 10%. Ils étaient en difficulté. Et donc, qu'est-ce que cette loi fait maintenant en ce qui concerne les 20%? Cette loi leur permet de mettre leurs voix ensemble et d'imposer que le troisième parti puisse à lui tout seul rechercher les 20%. L'introduction de ces seuils et accords de coalition n'est pas une réforme anodine, mais une manœuvre législative pour écarter l'opposition et contrôler intégralement le paysage politique avant l'élection présidentielle de 2026. Un parlement entièrement contrôlé par UP Le Renouveau, où le BR pourra ensuite modifier d'autres lois électorales ou institutionnelles pour assurer une transition verrouillée en 2026. Ce que nous suggérons. Nous suggérons qu'il faudrait ramener le seuil d'éligibilité au niveau des circonscriptions électorales à 5% au niveau national. Autre volet de l'actualité, les nouveaux prix du gaz domestique sont désormais connus lors du Conseil des ministres du mercredi 7 mai 2025. Il a été annoncé l'instauration d'un système d'approvisionnement centralisé pour le gaz domestique ainsi que la mise sur le marché de nouvelles bouteilles. C'est une nouvelle étape franchie dans la politique du gouvernement béninois visant à élargir l'accès au gaz domestique. Le reportage. Une bonne nouvelle pour les Béninois. Le gaz domestique devient désormais plus accessible pour les ménages à faible revenu. C'est au cours d'un point de presse du vendredi 9 mai 2025 que la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouman, a détaillé cette réforme. Elle a annoncé la mise sur le marché de nouveaux formats de bouteilles de gaz. Ainsi, 2 nouveaux formats seront disponibles. Une bouteille de 1,5 kg à 1000 francs CFA et une autre de 3 kg à 2000 francs CFA. De plus, le prix de la bouteille de 6 kg qui était vendue au-delà de 4700 francs CFA sera réduit à 4500 francs CFA. Quelques Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou saluent l'initiative. Je pense que c'est une très bonne initiative que l'État a prise par rapport à l'utilisation des gaz domestiques. Cela permet à la population béninoise cette subvention permet à la population béninoise de pouvoir s'approvisionner selon son budget et ça permet également de réduire les incidences causées par l'utilisation des gaz, l'utilisation malsaine des gaz domestiques. Ça vient soulager un peu la population, déjà par les temps qui courent, comme vous le savez déjà, avec cette morosité, la cherté, surtout des produits de première nécessité. Donc si on en vient à réduire un peu les coûts des gaz, ça ne peut qu'être du bonheur pour la population. Les gaz domestiques vendus 6 kilos d'hier, vendus à 4800, un peu moins de 5000. Ceux-ci, cette fois-ci, moins 300. Pourquoi mon État, en voulant vraiment subventionner les gaz, ne peut pas aller au même prix que les autres pays à l'alentour? Nous avons besoin de gaz domestiques. Aujourd'hui, les gaz domestiques, ce qu'elles sont en train de faire, elle est énorme. Énorme dans le sens où nous n'avons plus besoin, en tant que tel, du charbon de bois pour que les forêts restent telles qu'elles sont. Mais le prix... Déjà, il faut reconnaître que bon, tout le monde n'est pas déjà habitué au gaz. Maintenant, avec les nouveaux formats de 3 kg, de 2 kg, je ne sais pas trop, ça va venir encore booster les gens à véritablement s'investir dans la dynamique parce que pour moi, avoir le gaz, c'est beaucoup plus économique que le charbon. Donc si déjà on a les gaz de 3 kg, de 2 kg, ça permet à la population de pouvoir s'inscrire dans l'adhésion, l'acquisition des gaz comme ça. Celui qui n'a pas les moyens pour acheter les trucs de 6 kg pouvait prendre celui de 2 kg ou 3 kg, je ne sais pas trop,
ce serait une bonne chose. Je proposerais que l'État prenne d'autres initiatives en ce qui concerne l'utilisation des produits naturels. Par exemple, le charbon écologique. L'utilisation du charbon écologique n'est pas encore si très bien répandue au Bénin. Si l'État peut mettre cela à la connaissance de la population béninoise, je pense que cela éviterait les incidences causées par l'utilisation des gaz domestiques. J'aurais aimé que cela soit généralisé, que ça ne s'arrête pas seulement sur le volet gaz, qu'on puisse quand même faire l'extension de ça sur les produits de première nécessité, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Déjà que les revenus sont stables, sont statiques, n'évoluent pas, mais que les charges deviennent exponentielles au quotidien. On ne peut pas... La valeur de 10 000 aujourd'hui a déprécié par rapport aux produits de première nécessité. Quand vous allez au marché, vous allez constater ça de vos yeux. En réalité, rien n'est plus accessible. Ce que tu pouvais acheter avec 10 000, il y a quelques années, aujourd'hui, 10 000, c'est comme c'est 3 000 ou c'est 4 000. Et ouais, donc l'État pourrait faire, j'aurais aimé que l'État fasse encore plus d'efforts. Je souhaite, pour faire l'extension vers tout ce qui est produit de première nécessité, comme ça, là, ça va soulager véritablement la population. Cette initiative inclut également l'uniformisation des bouteilles. Grâce à cette mesure, les populations de tous les niveaux pourront s'approvisionner plus facilement, ce qui contribuera à la protection de l'environnement. En interactualité, au Burkina Faso, le mausolée du capitaine Thomas Sankara a été inauguré ce samedi lors d'une cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Un mausolée construit sur le site du mémorial Thomas Sankara, dans lequel repose le père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons assassinés pendant le coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré a été représenté par son premier ministre qui a livré un discours à cette occasion. Suivons-le. Ce 17 mai 2025, l'histoire nous rappelle qu'il y a de cela 42 ans, jour pour jour, le 17 mai 1983, les forces impérialistes et néocolonialistes ont orchestré l'arrestation du camarade capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre. Les jours qui ont suivi, la jeunesse combattante anti-impérialiste s'est mobilisée pour dire non à cette forfaiture. La graine de la révolution démocratique et populaire venait ainsi d'être semée. 2 semaines après, le capitaine Thomas Sankara sera libéré sous la pression populaire. Et 3 mois plus tard, de ce terreau fertile alimenté par l'aspiration profonde du peuple à la liberté, germera la révolution. Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est également le symbole de la détermination de notre peuple à assumer devant l'histoire son destin pour bâtir une nation libre et souveraine. Cet idéal a été porté par nos devanciers de la RDP, la Révolution démocratique et populaire, dirigée par le camarade capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous sommes porteurs de ce même flambeau de lutte anti-impérialiste avec la révolution progressiste populaire. Ce 17 mai, nous honorons un devoir de mémoire à travers l'inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte, tombés pour la patrie tant aimée sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des nègres de salon, tombés pour l'idéal de dignité, de liberté, d'intégrité et de souveraineté,
tombé mais à jamais vivant dans nos cœurs et dans nos consciences. Le choix de cette date n'est donc pas un fait du hasard. La révolution d'août 1983 a eu pour ferment les manifestations populaires anti-impérialistes déclenchées suite au complot du 17 mai 1983, dont le dessein était d'endiguer la marée montante des forces progressistes et révolutionnaires en vue de perpétuer l'oppression et la domination impérialiste sur notre peuple. Aujourd'hui, 17 mai, l'impérialisme international nourrit toujours le même dessein funeste. Face à lui, nous restons debout, engagés à impulser de profondes transformations économiques et sociales pour le bien de nos populations, déterminés à instaurer la justice sociale, à nous battre pour la dignité, la liberté et la souveraineté du Burkina Faso, des États de la Confédération AES et des peuples africains. Chers camarades, distingués invités, ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso, sur l'ex-site du Conseil de l'Entente, chargé de l'histoire d'une tragédie vécue par nos peuples, n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. En République démocratique du Congo, plus de 300 civils ont été expulsés de Goma vers le Rwanda. Le M23 qui a pris la ville il y a quelques mois affirme que ces personnes sont des Rwandais en situation irrégulière. La plupart vivaient à Karenga, opposés au groupe rebelle. Le reportage. En République démocratique du Congo, les combattants du M23 ont entrepris samedi d'expulser des milliers de personnes qu'ils considèrent comme des clandestins originaires du Rwanda. L'information est relayée par les médias sur place. Le groupe rebelle contrôle Goma, principale ville de l'Est de la RDC. En début de semaine, le porte-parole militaire du mouvement Willing Goma a présenté aux médias 181 personnes qu'il qualifie de sujets rwandais en situation irrégulière dans le pays, dans le stade principal de Goma. Tous les hommes présentés avaient des papiers d'identité de la RDC qui, selon le M23, étaient des faux. Les médias indiquent que le groupe armé avait sommairement brûlé les documents en question sur la pelouse du stade. À bord de camions affrétés par le M23, plusieurs centaines de femmes et d'enfants avaient rejoint au stade leurs parents arrêtés, certains se réclamant de la localité de Karenga dans le Nord Kivu. Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré à la presse que 360 personnes avaient été embarquées dans des bus en provenance de Goma tôt le samedi. L'opposante kenyane Martha Karua a été refusée d'entrer en Tanzanie ce dimanche. Cette figure de la politique dans le pays, aussi avocate, devait assister en tant qu'observatrice à une audience de l'opposant tanzanien Tundu Lissu, inculpé en avril pour trahison et menacé de la peine capitale. Martha Karua a été renvoyée au Kenya. Suivant. L'opposante kenyane Martha Karua a été expulsée dimanche de Tanzanie, quelques heures seulement après son arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam. Venue apporter son soutien à Tundu Lissu, figure de l'opposition tanzanienne dont le procès très attendu s'ouvre ce lundi, Martha Karua a été arrêtée puis renvoyée au Kenya manu militari. Une décision que les autorités tanzaniennes ont refusé de commenter. L'ancienne ministre kenyane de la Justice dénonce, elle, un recul démocratique et promet de continuer son combat pour les droits de l'homme en Afrique de l'Est. Le leader de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu, a été arrêté le mois dernier alors qu'il appelait à des réformes électorales avant les élections générales prévues en octobre. Ce n'est pas la première fois que Martha Karua affiche sa solidarité avec les oppositions régionales.
La mission d'appui des Nations Unies en Libye a annoncé la création d'une commission de trêve par le Conseil présidentiel libyen en coordination avec la mission onusienne dans le cadre de l'accord de l'apaisement conclu la semaine dernière. Dans un communiqué publié ce lundi, la MANUL précise que cette commission aura pour mission de faciliter la mise en place d'un cessez-le-feu permanent et de convenir de nouvelles dispositions sécuritaires pour la capitale Tripoli. Suivant. Un calme précaire dans les rues de Tripoli, la capitale libyenne, a été le théâtre le 12 mai d'affrontements les plus violents depuis des années. Ils ont opposé la 444e brigade d'infanterie et le dispositif de soutien à la stabilité, deux groupes armés proches des autorités de Tripoli, faisant au moins 8 morts parmi les civils selon l'ONU. Des heurts consécutifs à l'assassinat d'Abdul Ghani Kiki, chef du dispositif de soutien à la stabilité. Pour tenter d'inverser la tendance, la mission d'appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont mis en place un comité de trêve. But de l'initiative, pérenniser le cessez-le-feu du 14 mai et protéger les civils. Alors que le premier ministre du gouvernement de Tripoli est contesté par des manifestants faisant fi de la contestation, Abdelhamid Deiba a promis d'œuvrer pour libérer la Libye de la corruption et des milices. Le pays est en proie à des divisions depuis la chute de Muammar Kadhafi, avec deux gouvernements parallèles, celui de l'Est dirigé par Abdelhamid Deiba et l'exécutif de l'Est proche du maréchal Khalifa Haftar. Âgé de 82 ans, l'ancien président américain Joe Biden est atteint d'une forme agressive de cancer de la prostate. Des métastases ont été constatées à l'os. Selon le communiqué, son cancer est de niveau 9 sur le score de Gleason, qui évalue les niveaux d'agressivité de cancer de la prostate sur une échelle allant jusqu'à 10. C'est après moi. C'est son bureau personnel qui l'a annoncé dimanche. Joe Biden souffre d'une forme agressive de cancer. L'ancien président américain a subi des examens pour une nouvelle découverte d'un nodule de la prostate après des symptômes urinaires. Les médecins lui ont diagnostiqué un cancer de la prostate avec métastase osseuse, souligne le communiqué de son bureau. Joe Biden, 82 ans, et sa famille étudient désormais avec les médecins les options de traitement. Alors que son cancer est de niveau 9 sur le score de Gleason sur une échelle de 10, il reste néanmoins hormonosensible, permettant une prise en charge efficace. Depuis l'annonce de l'information, des réactions de soutien se multiplient. L'ancien président américain Barack Obama affirme que Joe Biden se battra avec la détermination qui le caractérise contre ce cancer. Kamala Harris abonde dans le même sens. Joe est un battant et je sais qu'il fera face à ce défi avec la même force, a déclaré l'ancienne vice-présidente américaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.